Dans ce contexte mondial actuel, on ne peut parler de droits humains sans mettre au cœur l'homme libre qui dispose du mieux-être. Nos droits, à savoir essentiellement le droit de se vêtir, de se loger, de se nourrir, de s'instruire, de s'exprimer, le droit à la santé, à la sécurité au travail, le droit de l'égalité des citoyens devant la loi, le droit de n'être ni torturé ni traité de façon inhumaine, les droits politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, etc., ne peuvent être effectifs que lorsqu'ils sont adoptés par les autorités compétentes et connues des populations. En se plaçant à la date d'aujourd'hui, il est sans doute qu'une avancée des droits humains peut être notée au Bénin grâce aux efforts fournis par le gouvernement en matière de dotation des populations en eau, qui est une source de vie, en accompagnement des parents d'élèves à travers la provision progressive des cantines, la gratuité des frais de scolarité pour une meilleure préparation du capital humain, la gratuité de la césarienne, l'électrification progressive des localités et de même des infrastructures routières facilitant l'accès au domicile, aux sites de production, de transformation agricole et de commercialisation. En se plaçant à la date d'aujourd'hui, il est sans doute qu'une avancée des droits humains peut être notée au Bénin grâce aux efforts fournis par le gouvernement du Bénin en matière de dotation des populations en eau, qui est une source de vie, en accompagnement des parents d'élèves à travers la provision des cantines d'école, la gratuité des frais de scolarité pour une meilleure préparation du capital humain, la gratuité de la césarienne pour les femmes, l'électrification progressive des localités et de même les infrastructures routières facilitant l'accès au domicile, aux sites de production, de transformation agricole et de commercialisation. Quid de la liberté individuelle, notamment liée à la liberté d'expression, d'opinion, de réunion, les traitements humains égalitaires, force est de remarquer la volonté et la détermination des pouvoirs publics de mettre en place les conditions pour un meilleur fonctionnement. C'est le lieu de rappeler que depuis l'installation de la Commission béninoise des droits de l'homme le 3 janvier 2019, d'année en année, les plaintes qui lui parviennent de la part des populations sont plus nombreuses. On doit comprendre par là que les droits humains sont de plus en plus connus par les populations qui n'hésitent pas à les revendiquer. Plusieurs fois, la Commission béninoise des droits de l'homme s'est constituée partie civile aux côtés des victimes dans des dossiers judiciaires parce qu'elle en a légalement le pouvoir. Notre avenir sera meilleur du moment où la vie humaine a toujours été une marche, une dynamique. C'est pourquoi il est admis que les droits s'arrachent. Dès lors, il est indispensable qu'avec le concours de tous les acteurs de la protection et de la promotion des droits de l'homme, tout particulièrement les institutions de la République et les organisations de la société civile, il faut une veille sur les mécanismes de prévention pour garantir les dits droits. Il s'induit que les défenseurs des droits humains doivent poursuivre les sensibilisations, les formations et les plaidoyers à tous les niveaux de responsabilité. L'un des plaidoyers à titre illustratif encore d'actualité est la transmission des projets de loi et propositions de loi à la Commission béninoise des droits de l'homme pour son avis, fut-il consultatif, de vérification de la prise en compte des droits humains avant le vote des lois au Bénin par l'Assemblée nationale. Maintenant, le rôle de veille citoyenne s'impose à tous les niveaux. Chacun se doit de dénoncer les violations et les atteintes aux droits humains. Au Bénin, depuis les dernières années, je dirais les 2 ou 3 dernières années, nous avons noté une ouverture, une prédisposition de la part de certaines autorités à écouter nos préoccupations en matière de droits humains
et nous ne manquons pas de saisir ces opportunités-là pour pouvoir leur porter ces préoccupations. Mais il faut dire que au-delà de cette prédisposition et de cette écoute, il y a un certain nombre de choses qui méritent encore d'être revues, ou bien qui méritent que l'attention soit portée là-dessus pour que cela soit corrigé. Et nous, Amnesty International, et également avec d'autres ONG de défense des droits de l'homme, n'avons pas manqué d'attirer l'attention sur le rétrécissement de l'espace civique. Et ce que nous mettons dans ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des dispositions législatives qui ne permettent pas aux citoyens, aux journalistes, aux web-activistes, aux blogueurs et même aux politiques de s'exprimer sans craindre peut-être des dispositions du code pénal, des dispositions du code sur le numérique. Donc, attaché à la liberté d'expression, qui est un droit fondamental pour l'être humain, nous demandons aux autorités de revoir ces positions-là à travers des plaidoyers que nous faisons afin que ces dispositions du code pénal ou du code sur le numérique soient révisées. Pas pour attaquer, mais pour que notre pays se porte beaucoup mieux sur ce volet-là. Nous demandons aussi aux autorités, si nous restons dans cette logique de liberté d'expression, qu'on puisse autoriser à nouveau les citoyens et les ONG à saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lorsque ces citoyens estiment qu'en interne, les voies de recours ne leur ont pas permis d'obtenir gain de cause. Aujourd'hui, il n'est pas permis aux citoyens béninois ou aux ONG de saisir cette juridiction-là parce que justement le Bénin a retiré ce pouvoir-là à ses citoyens. Et lorsque nous abordons les autres droits de façon générale, nous constatons qu'il y a encore des choses à améliorer. Cette année 2024, le 1er août notamment, Amnesty International a publié un communiqué sur la situation dans nos prisons, qui n'est pas une situation tout à fait reluisante. Mais il faut dire qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2012, des organisations comme Amnesty, comme ACAT et même des ambassades étrangères ont attiré l'attention de nos autorités sur cette situation. Même si des choses ont été corrigées, notre visite de 2023 nous a permis de voir qu'il y a encore la surpopulation carcérale qui est toujours d'actualité. Des prisons qui avaient une population de 7 000 en 2016 qui se retrouvent aujourd'hui à plus de 18 000 personnes à la date de notre communiqué. Sur les violences policières, Amnesty International n'a pas manqué d'attirer l'attention là-dessus depuis plusieurs années. Au début de cette année, nous avons travaillé là-dessus, nous avons fait des communiqués, des visuels pour attirer l'attention des autorités là-dessus. Mais malheureusement, nous avons noté que cette situation a perduré. Et jusqu'à la fin de cette année, ou pas plus tard que quelques jours, récemment, la même situation s'est reproduite. Il est vrai qu'aujourd'hui, les autorités de la sécurité intérieure se sont prononcées et ont pris des engagements. Mais on voudrait vraiment que cette situation de violence policière soit vraiment reléguée au dernier rang, qu'on n'ait plus à avoir de ces genres d'actes dans notre pays. Je pourrais dire que le droit à l'éducation, beaucoup d'efforts se font, mais il reste également que nos positeurs socio-culturels font que beaucoup d'enfants ne vont toujours pas dans les classes ou n'y restent pas. Même s'ils y vont, ils n'y restent pas jusqu'à la fin. Ce qui fait que notre organisation travaille également au-delà des communiqués, au-delà des rapports. Nous travaillons sur des projets d'éducation aux droits humains avec les communautés pour leur faire toucher du doigt l'importance de respecter un certain nombre de droits. Ne manquons pas de travailler sur les violences faites aux femmes. Mais pour cette année, nous nous sommes dit que nous ne toucherons pas à tout. Et on a voulu choisir un angle bien précis, qui est celui des violences gynécologiques et obstétricales. Lorsque les femmes vont dans les centres de santé, il n'est pas rare d'entendre des propos vraiment humiliants qui leur sont adressés par le personnel soignant. On a voulu, avec d'autres associations, avec d'autres organisations, travailler sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, heureusement, je dirais, on est passé à la signature d'une convention avec l'autorité de régulation du secteur de la santé pour que dès l'année prochaine, on puisse contribuer à élaborer une charte sur les droits et les devoirs des patients et contribuer également à vulgariser cette charte-là pour que ce droit de la santé ou ce droit à la santé soit mieux respecté pour nos femmes, mais également pour nos enfants lorsqu'ils vont dans les officines, dans les centres de santé. Le Parlement est un contre-pouvoir par nature et par essence. Il n'est pas pensé pour être le prolongement pathologique d'un pouvoir exécutif.
Monsieur le Président, chers collègues, c'est pour nous un honneur et un défi en tant qu'élus du peuple d'être membre de cette 9e législature. Si l'honneur répond d'une conjecture heureuse, le défi, quant à lui, porte la gravité de notre responsabilité devant l'histoire. C'est pourquoi, en tant que membre de cette institution, nous devons restaurer l'honorabilité et garantir la respectabilité du Parlement béninois, autrefois modèle et école à travers le monde. Malheureusement, il est de la nature humaine que l'on guérisse de la maladie, mais non du caractère. Monsieur le Président, chers collègues, notre cri de cœur de ce jour n'est pas celui de l'opposition parlementaire, mais un rappel à la responsabilité collégiale de tous les députés de la 9e législature à sauver ce qui peut l'être encore. La police, autrefois amie du peuple, est devenue le bourreau du peuple. Quelle confiance peut-elle exister dans ces circonstances entre elle et les populations? Le devoir de notre État politique, comme nous en avons la culture au parti Les Démocrates, nous amène à saluer la réaction du gouvernement dans ce dossier, bien que tardive. Car si les bavures passées avaient connu cette réaction, d'autres ne s'en seraient pas suivis. En 2016, le déficit était de 12 126 enseignants. Je disais il n'y a pas longtemps, quelque part, qu'est-ce que vous pouvez attendre de bon d'un apprenant qui n'a pas reçu d'enseignants ou qui a reçu d'enseignants de mauvaise qualité? Ce n'est peut-être pas la faute de l'enseignant lui-même. Alors, 12 126 classes n'avaient pas d'enseignants. Alors, il fallait parer au plus pressé. Et dans la même année, en 2016, nous avons pris des dispositions, n'est-ce pas, pour parer au plus pressé. Donc, certains enseignants, en ce moment, peut-être ils avaient leur raison, étaient au poste sédentaire alors qu'ils étaient encore valides, ils n'étaient pas malades, ils étaient encore jeunes. On a déployé, on a redéployé sur le terrain, on a comblé avec un peu moins de 4 000. L'État a fait des recrutements au début de 2017, on a remis dedans. Et ensuite, l'État a mis en place le programme de préinsertion dans l'enseignement, le fameux programme aspirant au métier d'enseignant. Et aujourd'hui, nous avons 14 402 actuellement qui travaillent, alors qu'on en a déployé plus de 16 000. Mais chaque année, et que vous vous souvenez qu'à l'occasion de l'année scolaire, l'État a mis en place 417 AME par rapport aux besoins exprimés. Ce qu'il faut retenir, c'est que les aspirants au métier d'enseignant d'aujourd'hui, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'on les a mis dans la base, ont vocation à devenir enseignants, n'est-ce pas, de pleine carrière, pour ceux qui veulent parmi eux. C'est pourquoi on a décidé que ceux qui ont déjà fait 3 ans, plein dedans, n'est-ce pas, peuvent devenir agents contracteurs de droit public de l'État. Donc, ils rentrent dans le système à partir de là. Et en évoluant, ils peuvent devenir également fonctionnaires de l'État. Voyez-vous? Donc, toutes les fois que le besoin se fera sentir, on leur fera appel, et on le mettra dans le système. Et dès qu'ils évoluent dans le système pendant un temps, on met en place un système d'évaluation et on leur permet d'évoluer. Et comme ça, ils vont devenir agents de l'État en bonne et due forme. Donc, il n'est pas prévu que parce qu'ils sont aspirants au métier d'enseignant, au bout de quelques années, bon, on va les mettre de côté ou on va les renvoyer, on va les remplacer par d'autres. Non. Le plus important, c'est de nous intéresser à ce qui devrait avoir d'effets négatifs sur nos résultats scolaires. Et lorsque vous n'avez pas de bons résultats scolaires, je vous avoue, l'avenir n'est pas certain. Parce que c'est la base. C'est le primaire qui prépare pour le secondaire. Et c'est le secondaire qui prépare pour le supérieur. Et l'avenir du Bénin est là. Lorsque c'est mal fait, il y a des répercussions sur toute la ligne. Donc nous faisons attention et très attention à ce qui se fait aujourd'hui au niveau du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Si nous-mêmes, on devait pouvoir faire une sorte d'autocritique et se dire, bon, qu'est-ce qui reste à faire ou bien qu'est-ce qui ne va pas encore?
au niveau des infrastructures scolaires. On ne peut pas dire que tout va bien, que tout est fini, il n'y a plus de problème à résoudre. Du moment où nous avons une démographie galopante, et chaque année nous avons, n'est-ce pas, de nouveaux inscrits dans nos écoles, il faut anticiper. Et nous sommes dans cette anticipation. Lorsque vous avez vu les images qui sont passées tout à l'heure, non seulement aujourd'hui on continue de construire des infrastructures scolaires, même les enseignants, désormais, on a prévu qu'ils aient eux-mêmes de logements dans ces écoles-là. La question du personnel enseignant que nous avons abordé tout à l'heure. Alors nous faisons l'effort pour qu'il n'y ait plus de déficit d'enseignants, qu'il n'y ait plus de salles sans enseignants. Et ça, là également, c'est une avancée significative. Scène de liesse dans les rues d'Accra, les partisans du Congrès national démocratique ont célébré la victoire de leur candidat John Dramani Mahama aux élections présidentielles du Ghana. Son adversaire, le vice-président sortant Mohamedou Bawumia, a reconnu sa défaite. « Je suis ici parce que le NPP était au pouvoir et ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire pour nous. Ils ont menti. Ils nous ont apporté l'éducation gratuite, mais à quoi sert d'aller à l'école gratuitement si après vous n'avez pas de travail? C'est pour cette raison que nous avons voté contre Bawumia. Nous célébrons notre nouveau président car il est meilleur que l'ancien. L'ancienne administration sont des criminels. Nous achetions l'essence à 14 cedi le litre. Maintenant, nous l'achetons à 70 ou 90 cedi le gallon. Ce n'est pas bon. Nous et les Nigérians sommes très similaires et nous ne savons pas pourquoi notre essence coûte plus cher qu'au Nigeria. Les difficultés économiques du Ghana ont dominé ces élections. Le premier producteur d'or d'Afrique et deuxième producteur de cacao mondial. Le pays est confronté depuis quelques années à une inflation et un endettement élevé. Entre le 24 octobre et le 5 décembre, la République démocratique du Congo a enregistré 406 cas d'une maladie non encore diagnostiquée, faisant 31 morts. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent 40% des cas de cette pathologie qui sévit dans le sud-ouest de la province de Kwango. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui dit avoir dépêché des équipes dans cette zone, les autorités congolaises ont tiré la sonnette d'alarme et parlent d'un niveau d'épidémie à surveiller. Fièvre, maux de tête, toux, écoulement nasal et courbatures, entre autres, sont les symptômes de cette pathologie mystérieuse, alors que les cas les plus graves concernent des patients atteints de malnutrition. Les spécialistes mettent en avant une maladie affectant le système respiratoire. Son mode de transmission reste inconnu. Charles Onana a été reconnu coupable de complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité lundi par le tribunal correctionnel de Paris en France. L'auteur franco-camerounais a été condamné à une amende de 8 400 €. La faute à son ouvrage « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » quand les archives parlent, paru en 2019. Dans cette publication, le sexagénaire a estimé que la thèse conspirationniste d'un régime hutu ayant planifié un génocide au Rwanda constitue l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Inadmissible pour des associations de défense des droits de l'homme dont Survie et la Fédération internationale pour les droits de l'homme qui avaient saisi la justice contre l'écrivain en 2020. Ces organisations ont qualifié la condamnation de l'accusé de décision historique qui préserve la mémoire et la dignité des victimes du génocide et de leurs familles. Charles Onana a été condamné dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse qui, depuis 2017, punit le fait de nier ou de banaliser de façon outrancière les génocides reconnus par la France. Il a fait appel de sa condamnation. C'est à 3 heures de la fin de la fenêtre météo que s'est décidé le verdict du Red Bull King Air 2024 au Cap, en Afrique du Sud. L'Italien Andrea Principi a défendu avec succès son titre en Open Division, tandis que la Britannique Francesca Menni s'est imposée dans la première division féminine. Le Sud-Africain Lucas Ceruti est devenu le premier rider local
à monter sur un podium. C'était l'une des finales les plus palpitantes de l'histoire, un spectacle boosté par des manches raccourcies de 10 à 8 minutes et les vents atteignant 40 nœuds en fin d'après-midi. Les finales ont duré 13 minutes chacune afin de donner la possibilité aux participants de montrer leur incroyable talent. Une prison, symbole de la tyrannie du régime, depuis plus de 30 ans. À Damas, la prison de Sadnaya, souvent décrite comme un abattoir humain, a été libérée par les rebelles du groupe Hayat Tahrir al-Sham. Une partie des détenus a pu être libérée. Il s'agit principalement d'opposants au régime de Bachar al-Assad, condamnés d'après leur récit à subir des traitements inhumains, des viols, des humiliations, des privations et des exécutions. Certains détenus ont été enlevés en 2011, 2012 et 2013. Nous sommes venus ici, mais nous n'avons trouvé personne. Nous sommes entrés et avons trouvé des réfrigérateurs, des fours, des broyeurs, des appareils de fonte. Ils les mettaient dans les fours après les avoir tués. Il y a des potences et de l'acide corrosif. Des détenus sont sortis après avoir été aspergés d'eau de javel. Ils les ont brûlés avec de l'eau de javel. Il y avait des femmes avec leurs enfants à l'intérieur. Nous sommes venus ici hier soir et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à voir des prisonniers. Pourtant, il y a environ 30 000 personnes à l'intérieur de la prison et seulement 200 ont été libérés. L'histoire de la prison de Sadnaya, construite en 1987, a pris fin après le renversement du régime de Bachar al-Assad par les rebelles syriens. Ils ont mis fin au règne de la famille Assad qui a duré plus de 50 ans. C'est la conséquence de la chute dimanche de Bachar al-Assad. Des Syriens exilés au Liban rentrent au bercail. Des centaines tentent de franchir le poste frontière de Masna entre la Syrie et le Liban, à pied ou en voiture. Ils ne cachent pas leur bonheur de retrouver leur pays, libéré de la famille Assad après un demi-siècle de règne. Aujourd'hui, notre bonheur est indescriptible et inestimable, car ce qui se passe actuellement à Damas profitera à toutes les nations arabes. La ville de Damas étant la mère des Arabes. Le Liban a déclaré qu'il fermait tous ses points de passage terrestres avec la Syrie, à l'exception de Masna, qui relie Beyrouth à Damas. La Jordanie a également fermé un poste frontière avec la Syrie. Les sécheresses frappent plus durement et plus souvent. D'ici à 2050, 3 personnes sur 4 dans le monde devraient être confrontées à une pénurie d'eau. C'est ce qu'affirme le rapport des Nations Unies présenté lors du sommet sur la lutte contre la désertification qui s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite. Aridity is increasing worldwide. L'aridité augmente dans le monde entier. Plus de 70% de la surface de la Terre est affectée par des climats plus secs. And in addition, more than 3% of humid areas. De plus, plus de 3% des zones humides de la Terre se sont transformées en terres arides et sèches. To drylands. Selon les scientifiques, le réchauffement de l'atmosphère dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz amplifie ce phénomène. Le réchauffement climatique a été le principal facteur expliquant les tendances d'aridité observées au cours des dernières décennies. Les précipitations ne changent pas beaucoup à l'échelle mondiale, mais la forte augmentation de la température a provoqué une évaporation atmosphérique accrue, qui augmente le stress, ce qui donne les valeurs de l'indice d'aridité que nous avons utilisé dans le rapport. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification affirme que chaque année 100 millions d'hectares de terres saines et productives se dégradent.